Dans 2 jours, le 7 janvier, cela fera exactement 1 an que la rédaction de Charlie Hebdo était la cible d'une sanglante attaque terroriste islamiste. Un attentat qui aura coûté la vie à 11 personnes liées de près ou de loin au journal satirique. L'événement aura un retentissement considérable en France mais aussi à l'étranger. Il sera notamment l'occasion, dans les jours qui suivent, de rappeler combien il est indispensable dans une société de pouvoir rire des tabous, des icônes et surtout de les remettre en question. Alors avec 1 an de recul, où en est cette précieuse liberté d'expression? Est-ce toujours un modèle minoritaire dans le monde et essentiellement occidental? Pour en parler, le plaisir d'accueillir le journaliste Jean-Marie Ether. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Fondation Hirondelle, qui depuis plus de 20 ans œuvre pour la création de médias indépendants dans les zones de conflit. Alors je le disais, il y a 1 an, dans la foulée de l'attentat contre Charlie Hebdo, nous vous recevions sur cette même antenne. Et c'est vous qui nous rappeliez que cette conception occidentale de la liberté d'expression était largement minoritaire dans le monde. Est-ce que cette vision constitue, selon vous, toujours un modèle aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. Ce devrait être un modèle, mais je ne pense pas que ça le soit. La liberté d'expression relève fondamentalement d'un droit public. Et donc du droit du public à être informé. On confond souvent, on dit la liberté d'expression, c'est la liberté des journalistes. Non, pas du tout. La liberté d'expression, c'est la liberté du public, qui, parce qu'il a le droit d'être informé, donne aux médias, aux journalistes, le droit d'informer. Alors à la question, est-ce que c'est toujours un modèle, quand vous répondez non, ça veut dire quoi? Que cette liberté d'expression est en recul dans le monde aujourd'hui? Elle va mal. Barry rappelait tout à l'heure qu'elle va comme le monde, et comme le monde va mal, ben oui, la liberté d'expression va comme le monde, effectivement. Je crois qu'il y a la pointe visible de l'iceberg. Et la pointe visible de l'iceberg, c'est les journalistes dans l'exercice de leur métier. Alors, Reporters sans frontières parle de 110 journalistes tués en 2015. Press Emblem Campaign parle de 130, peu importe les chiffres. Nous sommes effectivement toujours dans le même danger d'exercice du métier. Il est intéressant à cet égard de rappeler que le Proche-Orient reste la zone la plus dangereuse, mais l'Amérique latine et notamment le Mexique sont aussi des zones extrêmement dangereuses. Bon, ça c'est très visible, les journalistes tués. Je dirais qu'il y a quelque chose qui est moins visible, mais toujours dans les zones de crise, dans les zones de guerre, dans les zones dangereuses, c'est la peur. Des journalistes, cette fois-ci. Exercer ce métier dans, par exemple, aller en Syrie aujourd'hui en tant que journaliste, tout simplement, c'est prendre un risque personnel énorme. Et on a peur de le prendre, tout simplement. Alors, il y en a qui le font, ils sont admirables, mais on a peur de le prendre. Et les journalistes syriens qui font leur métier courent des risques gigantesques. Alors, bon, la Syrie, c'est visible. La Syrie, l'Irak, mais vous pouvez penser à toute une série d'autres endroits dans le monde où on a, soit parce qu'on est en guerre, soit parce qu'on est dans des zones où effectivement on est menacé par le terrorisme, potentiellement menacé par le terrorisme et éventuellement directement menacé par le terrorisme, c'est-à-dire que vous êtes en tant que journaliste effectivement averti que vous êtes une cible. Ouais. Et là, il y a des pays où ça existe, où c'est une réalité quotidienne, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde arabe. Mais Jean-Marie Ether, la question, ça, c'est vrai que ça existe depuis des lustres, que des journalistes aient peur dans des zones de conflit, qu'il y ait même de l'autocensure dans certains régimes dictatoriaux. On l'a vu récemment avec la Chine, avec cette correspondante française qui a été remerciée, si j'ose dire, par Pékin et qui n'a pas pu exercer, qui ne peut plus exercer depuis le 1er janvier. La question est de savoir, est-ce que cette peur est grandissante? Est-ce qu'elle atteint même, pourquoi pas, l'Europe, c'est-à-dire le monde libre, ce qu'on appelle le monde libre, le monde occidental? Absolument. Elle
pour la première fois, la France est l'un des pays où il y a, avec malheureusement l'année dernière, effectivement, Charlie, la France monte dans les pays les plus dangereux pour la presse. Et potentiellement, nous aussi, je veux dire, nous, c'est la Suisse, c'est l'Europe, nous avons effectivement des risques d'actions terroristes et pourquoi pas de risques potentiels contre des journalistes. Mais je dirais que ici, c'est quand même, ce n'est pas ça le risque principal sur la liberté d'expression. Mais tout de même, est-ce que ça se traduit, je ne sais pas moi, par justement de l'autocensure concernant tout ce qui est islamisme ou l'islam tout simplement, parce que l'islamisme c'est un peu plus facile peut-être à critiquer, mais dès qu'on entre dans l'islam, évidemment, là, on y va peut-être avec beaucoup plus de prudence. J'ai pas le sentiment, non. Non, je crois pas. Je crois pas que sur cet objet-là, qu'il y ait une autocensure qui menacerait notre faculté, la faculté des journalistes à dire ce qu'ils voient et ce qu'ils pensent. Non, je pense qu'ici, les dangers sont d'un autre ordre. Mais c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est ce qu'on ne voit pas. De quel ordre ? Alors, ils sont sur la capacité de la presse à faire son travail. Menace sur les services publics, menace sur la presse écrite qui a de moins en moins de moyens financiers. Donc, qui dit pas de moyens financiers, pas de possibilités économiques de faire du véritable journalisme. Il y a une extraordinaire puissance des propagandes économiques, des propagandes politiques. Les communicants ont atteint des volumes financiers et des volumes et des capacités techniques qui sont supérieures à celles des journalistes. Ouais. Donc les journalistes se déplacent dans un terrain où d'une part ils ont très peu de moyens et où d'autre part ils sont très instrumentalisés. Le monde qui les entoure considère la presse comme le moyen de se faire entendre. Diriez-vous qu'il y a une espèce de, je sais pas moi, d'oligarchie en quelque sorte qui s'oppose à la libre expression de la presse aujourd'hui ? Non, c'est pas en ces termes-là que non, c'est pas en ces termes-là que ça se donne. C'est beaucoup plus subtil. Alors diriez-vous par exemple que ceux qui possèdent de l'argent et du pouvoir, on va dire, rêvent encore aujourd'hui au XXIe siècle d'une presse sinon docile, du moins souple ? Oui, absolument. Absolument, je reconnais les mots que vous utilisez. Oui, bien sûr. Oui. Ce sont les... bien sûr, on rêve quand on est puissant, et qu'on soit dans le domaine politique ou qu'on soit dans le domaine économique, on rêve bien entendu de journalistes et d'une presse au minimum souple et potentiellement docile. Évidemment là, vous faisiez allusion à François Gross. Oui. Justement, dans l'absolu, on rêverait d'une presse, on va dire, impitoyable, avec les bassesses, les compromissions, les arrangements, comme l'a pratiqué par exemple justement l'ancien rédacteur en chef de La Liberté, François Gross, qui vient de nous quitter. Mais est-ce vraiment aujourd'hui toujours le cas ? Il y a évidemment toujours des journalistes qui ont envie d'exercer leur métier de cette façon-là. Mais, oui, évident. Mais il faut aussi se rendre compte, et là vous faisiez allusion à François Gross, il faut se rendre compte que c'est déjà chez nous, journalistes, que nous devons être intransigeants. Et ça se paye très très cher d'être intransigeant. On ne l'est pas assez ? On a de moins en moins les moyens de l'être. Je prends l'exemple de la Fondation Hirondelle, où nous avons effectivement toute une série de médias dans des pays en zone de crise. Alors nous cherchons nécessairement, pour les faire vivre, nous cherchons des moyens financiers. Et qui c'est qui nous donne ces moyens financiers ? Ce sont essentiellement aujourd'hui des États. Nous commençons aussi à en chercher du côté des privés. Mais il faut de l'argent. L'information coûte extrêmement cher. C'est une donnée de base. À partir de là, qu'est-ce que vous dites aux gens qui vont vous payer, que ce soit des États ou des privés, peu importe, vous leur expliquez ce que vous faites, et la réponse automatiquement est « mais quel va être... comment est-ce que je vais réussir à faire passer un message ? Comment est-ce que ça va ? Comment est-ce que je vais pouvoir, moi, trouver mon intérêt dans ce que vous faites ?» Et là, vous êtes automatiquement dans une situation où vous avez une mission qui est d'informer et strictement d'informer. Vous savez que le public va vous suivre.
parce que c'est ce qui intéresse le public. Mais c'est pas nécessairement ce qui intéresse les donateurs, c'est pas nécessairement ce qui intéresse les gens qui vont vous financer, vous donner les moyens de le faire. Donc, il faut trouver l'équilibre là-dedans. Moi, je prends l'exemple de la Fondation Hirondelle, et c'est un exemple difficile, mais c'est le cas pour absolument tout le monde. Il faut faire vivre les journaux, il faut faire vivre le service public aussi. Et donc, comment est-ce que vous refusez les compromissions ? Comment est-ce que vous refusez les compromis ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et comment est-ce que vous réussissez quand même à faire votre travail ? Alors, il y a effectivement des équilibres à trouver. Et vous trouvez que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui ? Oui, je suis absolument convaincu que c'est plus difficile. Il y a un changement dans les organes de presse, il y a un changement dans les médias. Le monopole des trois presses écrites, télévision et radio n'est plus un monopole, évidemment. Mais moi, j'ai le sentiment que l'on commence à passer... dans les années 80, on était encore à se libérer du monopole de l'État. Dans les médias électroniques. On s'est libéré du monopole de l'État. Je crains que nous passions du monopole de l'État au monopole de l'argent. Alors du coup, est-ce que les journalistes occidentaux ont vraiment des leçons à donner, je dirais, aux autres parties du monde en matière d'indépendance journalistique, selon vous ? Non. D'indépendance journalistique, non, parce que les journalistes avec lesquels je travaille régulièrement dans les pays où nous sommes sont admirables de courage, de prise de risque. Ils risquent leur vie, moi pas. Ils ont quand même l'avenir de leur pays qui est en jeu, et le sentiment de cet avenir est beaucoup plus fort. Et ils sont soutenus effectivement par un succès populaire, c'est-à-dire que les gens les écoutent. Vous offrez quelque chose quand vous faites une information rigoureuse, impartiale, précise. Vous offrez aux populations quelque chose dont elles ont véritablement besoin, dont elles ont envie, et elles le savent. La différence avec ici, c'est peut-être qu'ici, on ne sait pas qu'on a besoin de cette information-là. On ne se rend pas compte que le pluralisme de l'information ne suffit parfois plus, quand il n'est plus un véritable pluralisme, c'est-à-dire qu'il y a effectivement toute une série de titres, mais il y a des éléments que l'on ne ressent pas comme indispensables. Par exemple, le service public. On ne le ressent pas nécessairement comme absolument indispensable dans l'équilibre. Et à ce moment-là, il y a des choses dont on a envie, on ne ressent pas encore le besoin. Dans les pays où je travaille, on sait que l'on a absolument besoin d'une information rigoureuse, non partisane et complète. Alors dans les pays où vous travaillez, dites-vous, c'est-à-dire essentiellement, surtout en Afrique, je me souviens que l'année dernière, quand vous étiez sur cette même antenne, vous disiez, voilà, dans nos radios à nous, de la Fondation Hirondelle, on s'oblige à ne nous limiter qu'aux faits et rien qu'aux faits. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que dans ces pays africains, il y a quand même un semblant, si j'ose dire, de démocratie, avec des campagnes électorales. On l'a vu récemment en République centrafricaine. Or, pour se forger une opinion, est-ce qu'on n'a pas besoin tout de même, outre les faits, d'analyse, de commentaires, de débats contradictoires ? Alors, on a incontestablement besoin, c'est une question très journalistique, mais qui concerne véritablement tous nos auditeurs. On a évidemment besoin, à la base, d'une factualité absolument rigoureuse. Ça, c'est le b.a.-ba. Ça, c'est la base, on va dire. C'est la matière première. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut quand même essayer... Alors, il faut mettre les faits en contexte, c'est-à-dire les remettre dans leur contexte en étant conscient de sa propre subjectivité, en sachant que l'on n'est jamais objectif, qu'on a une subjectivité, en étant conscient. En revanche, le commentaire est interdit chez nous, effectivement. Le commentaire, c'est l'opinion du journaliste sûr, c'est le regard du journaliste sûr. Et cet élément-là, effectivement, me paraît d'une part dans des zones de crise extrêmement dangereux, et d'autre part ne me paraît pas indispensable pour que le citoyen se fasse une opinion. En revanche, ce qui est indispensable, c'est les différentes opinions des grands acteurs politiques, économiques, etc., de les confronter, de les mettre en débat. Ça, oui, absolument. Mais ça, c'est pas que les faits, ça. On sort du registre des faits, rien que les faits. Oui, sauf que c'est pas votre opinion de journaliste. C'est ça. C'est l'opinion de ceux dont l'influence
dont l'opinion compte parce qu'ils sont à des positions où, effectivement, ils vont faire la différence. Le tout premier projet développé par la Fondation Hirondelle, c'était en 1995, Radio Agatachia, une radio régionale pour les Kivu, le Rwanda et le Burundi, contrainte aujourd'hui au silence depuis octobre 96. Quel regard portez-vous sur cette région avec un président rwandais qui pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2034 et un voisin burundais qui s'oppose au déploiement d'une force de paix sur son territoire ? Et qui représente une menace énorme pour les journalistes. Il faut voir la situation de la presse au Burundi. Je crois d'une part, il faut être prudent dans les jugements. Il faut aussi se rendre compte que cette partie du monde, l'Afrique centrale, a reçu beaucoup de leçons de la part des pays occidentaux, pour faire simple, et on a peut-être marre de recevoir des leçons. Et là, je ne parle pas seulement des présidents qui changent les constitutions pour se faire réélire, je parle aussi de l'ensemble de la population. Et il faut pas non plus penser que, vous parliez de modèles tout à l'heure, que nous sommes des modèles irréprochables et universels. Nos démocraties ont des erreurs de fonctionnement et ne sont pas des modèles absolus. Et nous avons tendance à penser que nous parlons depuis des endroits où nous savons à des gens qui ne savent pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En revanche, il est absolument évident que si je me replace du point de vue des populations, cette fois-ci, des gens simples qui vivent dans ces réalités-là, là, effectivement, il y a une sorte de ras-le-bol qu'on voit très bien avec le Burkina, par exemple, avec le Burkina Faso. Et effectivement, il y a une possibilité. Et c'est l'envers de cette vilaine médaille-là. Je crois qu'il y a véritablement une possibilité que les jeunes, qui sont majoritaires dans tous ces pays, de très très loin, que les jeunes reprennent quelque part le pouvoir et changent les règles. Et grâce notamment aux réseaux sociaux, vous diriez ? Les réseaux sociaux se développent, mais c'est pas encore. Non, ce n'est pas encore. C'est pas comme en Afrique du Nord. Non, c'est pas comme en Afrique du Nord. Ouais.